Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. La polémique Arabarab-Bouchouarab n'est pas symptomatique que de la seule dérive économique du régime. Ce conflit ouvert, étalé sur la scène publique, est un signe avant-coureur d'une débâcle annoncée. Les langues se délient sur des scandales que les Algériens n'imaginaient même pas. Les lignes rouges s'estompent l'une après l'autre, qui contenaient jusque-là la foultitude de turpitudes dans le sein du régime, là où les barons du régime, leur clientèle, leur parentèle, savaient garder leurs petites et grandes querelles entre eux. Parce que cette désormais foule de nouveaux riches, les si hauts, c'est comme ça que je les appelle moi, les si hauts et les d'en bas. Donc ces si hauts savent qu'ils sont naturels des d'en bas, ce milieu qu'ils craignaient comme la peste et qui leur rappelle de trop mauvais souvenirs quand ils y végétaient eux-mêmes, quand ils y crevaient la dalle, quand ils rêvaient d'une petite bicoque et d'une petite Clio. Ils ont donc oublié, définitivement oublié, sorti de leur mémoire d'où ils venaient, de ces milieux populaires qu'ils renient désormais, qu'ils redoutent, à qui ils cachent leurs grands et petits différends. Ces si hauts de seconde classe, les nouveaux riches du dernier wagon, qui n'ont pas encore été suffisamment affinés, sont le fruit d'une compétition acharnée et d'allégeance inconditionnelle que le régime a mise en place pour se ménager des couches d'alliés naturels qui se tiennent les unes aux autres par le ciment de l'affairisme et de la mauvaise conscience ambiante. Ils sont tous coulés dans le même moule, petits fauves voraces qui ne reculent devant rien, pour plus d'argent, pour un poste, pour un terrain à bâtir, pour une nomination dans une représentant à l'étranger, pour leurs enfants, pour les 1001 carottes qu'on leur agite sous le nez. Mais ainsi, de couche en couche, de plus riche à plus pauvre, de plus pauvre à encore plus pauvre, l'ignominie s'est répandue du plus haut au plus bas comme un mal qui infeste tout le corps. C'est la course à qui marchera sur la tête de ses propres frères pour pouvoir enfin les écraser de sa réussite, de son mépris, pour exorciser ses propres peurs, ses propres lâchetés et faire oublier tout ce qu'il a accepté de faire pour se hisser jusque sous les pieds des vrais si hauts, de ces grands fauves dont l'ombre est toujours dans l'ombre. Rien à voir avec le parvenu petit si haut, qui passe un temps précieux dans les antichambres des grands si hauts, qui leur fait des cadeaux royaux, qui joue à l'entremetteur zélé, qui leur vire de l'argent dans leur compte bancaire à l'étranger, alors qu'ils sont infiniment plus riches que lui. Lui qui fait des mamours aux caniches de madame et des sourires contris à ses enfants, qui le toisent des pieds à la tête, sans daigner répondre à ses prévenances assidues. Plus haut, beaucoup plus haut, chez les si hauts, dans le Gotha, où se trouvent les vrais maîtres du pays, des décennies de puissance et d'opulence, la fréquentation des hautes sociétés aux occidentales et la sollicitude servile d'une nombreuse clientèle ont poli les mœurs et les manières. Sauf quelques rares exceptions, parce qu'il y en a, qui aiment parader devant leur cour où ils arborent des rictus de constipés. Les grands si hauts, ils sont généralement courtois, discrets, presque invisibles, cruels, déterminés, sans état d'âme. Ils se sont investis de la propriété des lieux et des gens par droit seigneurial, parce qu'ils ont su détourner le cours d'un fleuve puissant à leur seul avantage, à leur seul profit. Ils ont survécu à des luttes terrifiantes. Ils se savent de grands fauves. C'est si haut, des grandes sphères étaient jusque-là inaccessibles à la multitude et même à la plupart des si hauts eux-mêmes qui fréquentent le Club des Pins et autres. Entourés en permanence par une foule de serviteurs de haut rang,
leurs chasses gardées sont nettement délimitées pour chacun, des brisées qui rapportent en centaines de millions de dollars, du haut vol pour des rapaces qui planent au-dessus de la mêlée. Tous les CEO, les vrais, les grands, ont un pied à l'étranger, un pied-à-terre dans les plus belles villes du monde, à Paris, New York en particulier. Les CEO inférieurs, ils possèdent des appartements dans des immeubles cossus ou de petites villas dans de charmants quartiers. Leurs supérieurs, les CEO supérieurs, sont logés à une toute autre enseigne, résidence somptueuse, hôtel particulier, avec une foule de domestiques occidentaux, s'il vous plaît, des hôtes, des domaines de chasse. Il est fréquent qu'ils dédaignent leur propre résidence pour aller se loger dans des palaces, au Crillon, entre autres, où le prix des suites coûte, ou au Plaza Athénée, où le prix des suites coûte les yeux de la tête des autres. Parce que malgré leurs immenses fortunes, ils ne payent jamais rien de leur propre poche. L'argent public n'est pas fait pour les chiens. Ces gens-là, les CEO, qu'ils soient aux affaires ou dans les affaires, galonnés ou huppés, ont toujours su garder leurs conflits intestinaux entre eux. Aujourd'hui, quelque chose de très complexe a changé. Des digues se sont rompues, les langues se sont déliées, des querelles presque hystériques débordent sur la scène publique, à la une des journaux, partout dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Quel est donc ce déclic ? Pourquoi la boîte de Pandore s'est-elle ouverte ? Le démantèlement du DRS et le départ de son patron a-t-il accéléré la débâcle annoncée ? Ces déballages sont-ils le signe avant-coureur de bouleversements autrement plus inquiétants ? L'intrusion de l'argent, de la grande corruption dans la chose politique, ou plutôt dans la combinazione politicienne, est-il en train de provoquer des effets pervers en chaîne ? Cela va-t-il dégénérer en grand déballage ? Aujourd'hui. Le soir d'Algérie. Bouchouareb. Rebrab a voulu tricher par CB. À l'Huffington Post. Rebrab accuse Bouchouareb de fantasmer et n'y avoir importé des équipements obsolètes. Par Reba Selim. Kabylie News. Accusation de fraude et surfacturation, Rebrab appelle Bouchouareb à l'affronter dans un débat télévisé. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, par ordre alphabétique, Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, et Faisal Mattawi, journaliste, que je remercie tous deux parce qu'ils sont toujours disponibles pour El Magharibia et nous les en remercions énormément. Soufiane Djilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est M. Nof. Merci. Nous venons d'apprendre, avant d'en arriver à notre sujet, que le général Ben Hadid aurait été arrêté. Vous êtes au courant ? Non, pas du tout. C'est une première. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était en train de discuter entre collègues. Je leur avais prédit. Je leur ai dit, ils vont le faire taire. Parce que c'est vrai qu'il y ait débâcle, qu'il y ait déballage contrôlé plus ou moins, ça se comprend. Mais arrivé à ce niveau-là, j'imagine que nous avons perdu Soufiane Djilali. Non, je suis toujours... Ah, d'accord, pardon. Alors, sinon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Soufiane Djilali, de ces déballages à la chaîne, de ces abcès qui éclatent un peu partout, et même de ces querelles entre, par exemple, Rebrab et le ministre du Commerce, Bouchouareb. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est le symptôme attendu d'une maladie qui s'appelle le quatrième mandat. Au moment où le quatrième mandat était en préparation, j'avais déclaré à plusieurs reprises que l'Algérie allait vers un grand désordre et ce désordre allait petit à petit submerger d'abord la population la plus faible, ensuite remontant vers le haut
elle allait submerger l'État et puis ensuite tous les cercles concentriques qui le détiennent. Nous sommes dans cette configuration. Les contradictions à l'intérieur du pouvoir sont en pleine effervescence. Il n'y a plus d'arbitre. Le président de la République est complètement en dehors de la réalité, en dehors de quelques images qu'on nous montre par-ci, par-là. C'est un homme qui est totalement absent. Donc les leviers essentiels, constitutionnels, mais au-delà aussi de ce qui faisait le consensus à l'intérieur du pouvoir, tout cela a disparu, laissant place à la prédation pure et simple. Plus personne ne contrôle plus personne. C'est donc à la fin d'un régime dans des soubresauts qui risquent d'entraîner non seulement le régime, mais tout l'État à terre. Avant de revenir, Soufiane Djilali, je confirme donc que nous avons reçu l'information que le général Ben Hadid a bien été interpellé, on ne nous dit pas encore arrêté, en présence de son fils qui l'accompagnait. Je rappelle, je ne suis pas autorisé à parler au nom d'Al Magharibiya, mais je m'y exprime en tant que journaliste. Je crois exprimer la position d'Al Magharibiya en disant que le général Ben Hadid a participé à Al Magharibiya, il a parlé, s'est exprimé, nous l'avons reçu en tant que citoyen, nous n'avons pas jugé, mais il s'est exprimé et à ce titre, nous tiendrons à ses côtés pour dénoncer ce qu'il pourrait avoir à subir pour s'être exprimé sur Al Magharibiya. Sinon, Soufiane Djilali, cette faune de nouveaux riches qui se compte en milliers, des nouveaux riches qui sont le pur produit de ce régime qui les a fabriqués pour se ménager des espaces d'alliés naturels, des couches entières, depuis les gens qui l'enrichissent en centaines de millions de dollars jusqu'à ces jeunes à qui il permet de squatter une rue et de la transformer en parking. Pour vous dire que ça va de plus haut au plus bas, cette méthode systémique, j'allais dire, de corruption de masse. Maintenant que l'argent va se faire rare, comment vont-ils faire pour maintenir ces couches naturelles, d'alliés naturels? Les cercles concentriques qui bénéficient du plus haut vers le plus bas vont se rétrécir. Il y aura forcément des exclusions de masse. On commence par les plus éloignés, les plus pauvres. Les subventions vont se raréfier. Tout l'accès aux services publics va devenir de plus en plus compliqué. Ensuite, les pénuries vont apparaître. Et au fur et à mesure, on va remonter ainsi vers le sommet où les grandes fortunes vont se battre chacune pour garder un maximum de marché sur tel ou tel produit. Donc on risque d'aller vers des, non pas simplement des batailles, mais des guerres féroces, les uns essayant d'exclure les autres d'un nouveau champ dans lequel ils s'étaient habitués à puiser indéfiniment la richesse qui appartient à la nation algérienne, dans le sens où ces richesses-là appartiennent non seulement aux vivants d'aujourd'hui, mais à ceux qui sont appelés à venir demain comme Algériens. Donc voilà, ce sont des clans de prédateurs qui vont sortir l'épée et peut-être un peu plus pour chacun garder ses zones de prédilection. Au sujet, que pourriez-vous nous dire au sujet? D'abord, je voudrais dire que nous allons ouvrir le standard pour permettre à nos téléspectateurs d'appeler, de commenter, de poser des questions à Soufiane Djilali éventuellement. Mais sinon, Soufiane Djilali, que pourriez-vous nous dire autour de sur cette polémique entre Bouchouareb et Rabrab? Bon, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui a été déclenchée par le patron de Cévital, puisqu'il a commencé par dénoncer les blocages bureaucratiques dont ces entreprises souffrent depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Tout le monde sait en Algérie que l'acte d'investir est un acte extrêmement périlleux, parfois peut entraîner des dégâts immenses.
Monsieur Rabrab a eu la chance de pouvoir constituer un groupe, mais apparemment, ce groupe doit être absolument limité dans son expansion. Et le régime actuel, non content bien sûr de la position du patron de Cévital concernant le 4e mandat, qui apparemment ne semblait pas trop le convaincre, et surtout son refus d'adhérer au FTE de M. Haddad, je pense que le pouvoir est rentré dans une logique de punition. Il n'y a absolument aucun doute que M. Rabrab est un manager, on peut dire, assez exceptionnel en Algérie, qu'il sait où mettre son argent, il sait comment investir. Ce n'est pas un petit businessman qui était marchand ambulant au début de sa vie pour finir à la tête d'immenses fortunes, mais c'est un homme qui a monté par la force de ses bras une entreprise qui a maintenant une réputation mondiale. Mais Soufiane Gilali, nous avons essayé de joindre Rabrab pour qu'il vienne s'exprimer publiquement et en direct. On nous a dit qu'il était au Canada, qu'il était injoignable pour le moment. Mais sinon, pourquoi Rabrab, que Bouchouerb a accusé de graves malversations, pour le moins, pourquoi Rabrab, plutôt que de le défier, de passer avec lui sur une chaîne de télévision pour s'expliquer, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte plutôt, à partir du moment où de telles accusations tellement graves ont été accusées contre lui qu'il qualifie d'injustes et d'infondées? Écoutez, c'était ma réaction officielle d'ailleurs qui est portée dans la presse aujourd'hui. Il aurait fallu que le ministre de la République, puisqu'il se réclame de ce statut-là, engage une procédure régulière par rapport à des organismes qui sont là pour contrôler l'activité économique, l'activité des entreprises. Malheureusement, en Algérie, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on est en accord avec le prince, on a droit directement à l'accès au trésor public, on a droit à des contrats faramineux de gré à gré, on a droit à des marges mirobolantes, mais tout cela, après, on distribue sous la table, à gauche, à droite, à sa clientèle. Et puis, lorsqu'on n'est plus dans les dans les bonnes relations, à ce moment-là, la machine du fisc, les journaux, etc. vont vouloir vous écraser. Moi, je n'ai pas le détail de ce qui se passe exactement. Y a-t-il une inimitié? Y a-t-il un combat autour d'une source d'argent? Tout cela, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Algérie, les gouvernements successifs ont toujours fait en sorte de bloquer les entrepreneurs, de contrôler toutes les entreprises publiques, de favoriser certains des proches autour d'eux qui les font sortir du néant, tout en essayant de contrôler la banque, les crédits, les agréments, etc. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Nous allons prendre quelques appels et nous revenons pour vous permettre de poursuivre votre idée. Aïcha d'Alger. Aïcha. Aïssa. Kamel de France. Allô, oui. Oui, Kamel, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, monsieur. J'aimerais bien poser une question à monsieur Djelali. Je vous en prie. Je voudrais bien qu'ils nous disent, ça vient d'où l'argent de monsieur Rabrab et monsieur Haddad et toute l'équipe qui est là-bas. D'accord, très bien. La question est posée. D'où vient l'argent? Maintenant, Aïssa d'Alger. جمال وش راك؟ لاباس يعيشك. الحمد لله. الحمد لله. سؤال برك يا خويا جمال، نسمعوكم كي تعودوا تحكيو معنا بالفرنسيه هكذا، تعجبنا الفرنسيه تاعكم. ربي يعيشك. نعلمكم خويا عيسى باللي على ايامات بربي ان شاء الله راح نعود ندير حساب بالعربيه الدارجه، قلت انا نعرف نتكلم بالعربيه الدارجه. خويا جمال شوف نشتيو نحكيو معاكم بالفرنسيه، لكن لا غالب شويه رانا ناقصين فيها شويه. معليش يا خويا احكي برك. رانا جزائريين صدقني برب العالمين، راني نحكي معاك من عين المليله. وشوف قرينا الفرنسيه هذه بكري، كثر خير سي جمال حداد الله يرحمه. الله يرحمه. سي جمال حداد هذا هو اللي قرانا الفرنسيه، عطانا المبادئ تاعها مليح، تما نعرفوها كيف تنطق، مي الله غالب تسمى شويه. معليش الله يرحمه. ونوجه تحياتي ليكم. والسؤال مطروح برك يعني لو كان الاخوه جاوبوا لنا عليه الاخصائيين هذو كيما خونا اللي كيتحدث سفيان وخاوتنا. نعم.
رانا متحيرين ياسر يا خويا، والله رانا متحيرين ياسر، ورانا نشوفوا في هذه الهضره تاع المصالحه والهضره هذه، ورانا متحيرين ياسر على مستقبل اولادنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وسمعك سفيان جلالي. حسين من باتنا، حسين باتنا. اش قاعد يمشي بعد؟ حسين من باتنا. تاع الايامات هذو تاع لي جينيرو توفي. حسين من باتنا. الو. وي وي. راني نستنى مسيو. شكون معايا؟ حسين. الو. شكون راهو معنا في المباشر يا اخي؟ حسين، تفضل سي حسين من باتنا. حسين من باتنا. تفضل، جو vous en prie. الو مسيو بن شنوف. نعم. بونسوار. Bonsoir. Je vous en prie, exprimez-vous. مسيو بن شنوف. تفضل حسين، تفضل. مساء الخير مسيو بن شنوف. نعم تفضل، انا نسمعوا فيك. عادل هاجر دو فرانس. هاجر. Allô, oui. Je vous en prie, مرحبا بك. Merci. J'aurais juste vous dire que vous prenez beaucoup de temps pour présenter l'émission, c'est toujours ça, quoi. Mais en fait, pour le sujet d'aujourd'hui qu'on entend il y a une semaine, là, vous parlez des généraux et vous parlez de même celui qui a été arrêté aujourd'hui. Je voudrais savoir, il faut que vous donniez tout ce temps pour parler à des gens qui vont en enfer, quoi. C'est pas parce qu'il a dit... C'est-à-dire... maintenant كما نقول لك اللهم ضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم سالمين، خليهم ياكلوا بعضهم يا اخي. اللي صرا لهم مش قليل، واللي داروا في الشر اللي داروا في الشعب خليه هذوك يخلصوا. يعني احنا مقبلين على عشريه، يعني دوكا يولي كل واحد كبروا في السن وعلى بالهم واش داروا في حياتهم، دوكي راهم وجه يعني sont devant, c'est-à-dire une réalité qui vont pas, il y a pas autre chemin quoi. رايحين وين رايحين يكملوا حياتهم، تسمع على بالهم باللي يوصلوا لافهم، دوك يبداو يخموا ويبداو ياكلوا في بعضهم، كل واحد يحصل في الاخر. خليهم يا اخي اللي صار لهم يستاهلوا. D'accord, Hajar, merci beaucoup. Nous allons encore prendre Tahar d'Alger. Nous revenons vers Soufiane Djilali, puis nous ouvrons le standard de nouveau. Tahar d'Alger. Allô, bonjour Monsieur Jamal. Bonjour Tahar, marhaba bik. J'ai le grand plaisir pour vous avoir sur écran pour la deuxième fois dans ma vie. Ah ben, nous sommes très heureux de vous avoir, nous aussi. Mais je suis très déçu à la puissance 1000 pour l'arrestation du général Ben Hadid. Alors, général Ben Hadid, on vient de nous informer, il aurait été accusé d'avoir porté des diffamations contre l'armée et aussi de s'être exprimé sur El Magharibia. Je vous laisse poursuivre. S'exprimer sur El Magharibia va devenir un crime. Arrêté. Oui, on nous dit qu'il a été interpellé, un chef d'inculpation lui a été signifié. On nous dit qu'il aurait été inculpé pour avoir porté des accusations graves contre l'armée et pour s'être exprimé depuis El Magharibia. Avis aux amateurs. Voilà, ça va devenir un crime de venir s'exprimer chez nous. Les généraux n'ont pas été arrêtés. Voilà. En tout cas, moi, je vous vends ce qu'on m'a vendu. Hein. On n'a pas encore de vraies confirmations, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des informations que nous recevrons. Je ne vous cache pas, monsieur Diana, là. Oui. Je ne vous cache pas, je suis parti directement le Facebook, enfin YouTube, j'ai tout cherché, j'ai rien vu. Eh bien, écoutez, nous allons vite le savoir. Une telle information ne peut pas rester totalement occultée. Ça va se savoir très vite. Si vous me permettez un mot. Je vous en prie. Si, au cas où M. Ben Hadid sera en prison, l'Algérie est à 180 degrés. Oui. De toutes les façons, ce ne sera pas la première. Ce ne sera pas la première victime d'un tel régime, rassurez-vous, ni la dernière. Ce régime, il est dans sa nature. Ben Hadid, c'est la goutte qui déborde le vase. Eh ben, il faudra bien qu'une goutte
fasse déborder le vase tôt ou tard, puisque le vase est plein depuis si on est longtemps. là. D'accord, Sid Tahar, merci. Je reviens à Soufiane Gilali, s'il veut répondre, commenter, avant de revenir au standard. Soufiane Gilali. Oui, j'ai vu la réaction de plusieurs de vos téléspectateurs. Je crois qu'il y a une angoisse là maintenant qui est en train de monter et à juste raison. Il y avait directement une seule question. Il me semble que c'était le premier intervenant qui voulait savoir d'où venait la fortune des grands industriels ou entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je réponds franchement et clairement, je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai aucune idée comment ces fortunes ont été faites. Maintenant, tout le monde connaît le régime algérien. Si vous n'avez pas au moins des protections, si vous n'avez pas des appuis, il est impossible de pouvoir prospérer de façon claire et nette. Maintenant, quelle est l'origine de la fortune des uns et des autres? Je ne suis pas là pour porter de jugement. Je ne suis ni la justice, ni l'IGF pour accuser quiconque. Soufiane Gilali, s'il se confirme que ces deux chefs d'inculpation auraient été signifiés au général d'avoir lancé de graves accusations contre l'armée et de s'être exprimés sur El Magharibia, vous-même, est-ce que vous allez refuser de vous exprimer sur cette chaîne? Écoutez, refuser de s'exprimer, c'est-à-dire s'enterrer, ça, il n'en est pas question une seconde. En ce qui me concerne, je parlerai tant que j'aurai encore de la voix. Le jour où, si ça devait être un délit, ils agiront comme bon leur semblera. Maintenant, est-ce que ce délit est vraiment a été mis en chef d'inculpation pour cette arrestation, semble-t-il, du général Belhadid? Je ne sais pas. Qu'a-t-il dit qu'il puisse offenser l'armée à ce point? Je ne le sais pas. Les heures prochaines vont peut-être nous révéler de nouvelles choses. Nous avons assisté à l'emprisonnement du général Hassan, qui était à la tête du service de lutte contre le terrorisme. Nous voyons par-ci, par M. Madani Mazrak se promener à la télé. Peut-être que ce pouvoir, finalement, veut que le terrorisme s'installe comme dirigeant de ce pays, ou en tout cas faire peur à la société algérienne pour lui dire qu'on va vous lâcher devant le terrorisme et que vous allez revivre les années 90 si vous avez l'intention de refuser la poursuite de ce régime complètement pourri. D'accord, restez avec nous. Abdelkrim de France. Monsieur Jamaluddin. Alembek, c'est Abdelkrim. Voilà, moi je voudrais solliciter très respectueusement à votre égard, pourquoi vous n'organisez pas un débat, vous êtes à peu près de ma génération, je vous rappelle pour l'histoire de Sandouk Tadam qui s'est passé en 62, oui. Des temps d'or qu'ils ont ramassés, tous les Algériens ont donné. Oui. Même moi, j'ai même encore les tickets jusqu'à maintenant de ma mère et ma grand-mère. Où est passé tout ce trésor, tout cet argent-là? Ce qui veut dire que ces gens-là, ils volent depuis 1962. Voilà, et le régime actuel, c'est un régime criminel, sans foi ni loi. Je voudrais dire à monsieur Soufiane Gilali que j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il accorde ces analyses qui sont très pertinentes. Pourquoi l'opposition en Algérie, elle est muette? On dirait qu'on leur a piqué avec la mouche tsetse, comme le peuple d'ailleurs. Merci Abdelkrim, je suis obligé d'abréger énormément d'appels. Je vais donc recevoir Saïd Brahim de Tlemcen. Nous l'avons perdu. Alors. Je prierai ceux qui appellent d'essayer de faire de courtes interventions parce qu'il y a beaucoup d'appels. Soufiane Gilali, si vous pouviez nous répondre assez brièvement pour pouvoir passer le maximum de gens. Cette histoire de fonds de solidarité de 62, Sandouk Tadamon, si Abdelkrim de France nous dit qu'ils ont commencé à voler à partir de ce moment. Oui, c'est un malheureux épisode du passé que tous les Algériens, en tout cas ceux qui ont mon âge ou un peu plus, se remémorent. Malheureusement, la vertu cardinale des dirigeants algériens n'est
probablement pas l'intégrité et l'honnêteté. Mais au-delà de cela, il y a des péripéties dans l'histoire et la vie des nations. Simplement la question qu'il a posée, pourquoi l'opposition était muette. Permettez-moi de lui dire que nous n'arrêtons pas de parler là où on peut le faire. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes pratiquement interdits d'antenne en Algérie. On n'est plus du tout invités dans les quelques chaînes qui étaient plus ou moins ouvertes. Nous parlons autant que nous pouvons dans les journaux et surtout par le canal d'El Magharibiya. Nous sommes là en Algérie, nous luttons à visage découvert. Nous assumons nos responsabilités. Beaucoup d'Algériens le font. Mais vous savez, parfois c'est David contre Goliath. Ce n'est pas facile de le faire. Mais nous l'assumons entièrement. Restez avec nous, Sofiane Jilali. Mohamed Tizi Ouzou. Mohamed Tizi Ouzou. Oui, salam alaikum. وعليكم السلام، اهلا بك سي محمد. مساء الخير مسيو بن شنوف. مساء الخير عزو في اللون. عزو الفلاك. عزو الفلاك. تفضل سي محمد، تفضل. Oui, la question à monsieur Sofiane Jilali. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai 70 ans. Oui. Je suis de depuis 1962. Oui. Depuis 1962, nous n'avons pas perdu espoir. Oui. Oui. On attendait ce jour-là. D'accord. Est-ce que il y a des gens qui relèvent le défi, ils le relèvent pour continuer le combat? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de relever le défi après la dislocation de ce régime? Merci, c'est Mohamed. Mohamed de France. Mohamed من فرنسا. Mohamed من فرنسا. Est-ce que Mohamed من فرنسا est avec nous? Oui. Mohamed من فضلك baissez le son de votre télévision parce qu'il y a un retour, s'il vous plaît. Oui. Je vous en prie, exprimez-vous, je vous en prie. Notre invité vous écoute. Salam alaikum, c'est Jamaldine. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je voudrais juste poser une question à M. Sofiane Jilali. Je vous en prie. Enfin, je sors un peu du sujet. Oui. Voilà, je sors un peu du sujet. Je vous en prie, allez-y. Voilà, je voudrais lui demander que lui, il a participé au coup d'État de 92. Il était l'adjoint de M. Boukrouf. D'accord, ok, nous lui poserons la question. M'ana Abdelkarim de France. Monsieur Jamaldi, je m'excuse, tout à l'heure vous m'avez coupé. Oui. Il me restait un mot à dire, c'est un mot très important. Je voudrais suggérer à monsieur, comment il s'appelle, Sofiane Jilali, à toute l'opposition, pourquoi ne pas pousser le peuple à la désobéissance civile? D'accord. Abdou Bjaya. Abdou de Bjaya. Allô, oui. Alain Abdou, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Si Michino. Oui. De toute façon, j'aime beaucoup votre émission. C'est déjà... Salam alaikum d'abord. Wa alaikum salam. Sauf mon père, avant d'aller au maquis, vous savez ce qu'il m'avait dit? Oui. Il était tellement outré. Allez, écoute mon fils. Allez-y, exprimez-vous, je vous en prie. Ah, nous l'avons perdu Ali Men El Jazair, nous avons perdu Abdou de Bjaya malheureusement. Ali, marhaba bik, Ali. مساء الخير، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك علي، تفضل. J'espère me limiter au sujet en question. Oui, je vous en prie. Voilà. Oui. Voilà. Ce problème entre Haddad et Rabrat. Oui. Alors, c'est un problème entre deux nouveaux, un arriviste, un ancien arriviste et un nouveau. Oui. Le premier, il a été couvert par M. Touati, le général Touati. D'accord. Le second, il est couvert par le frère du président. D'accord. Alors, ça va être une lutte acharnée entre deux hommes de deux régions différentes, l'un de Petit Kabylie et de Grande Kabylie. Je voudrais poser une question à monsieur Sofiane Jilali. Oui, je vous en prie.
Que penses-tu de l'avenir de l'Algérie? Voilà, monsieur. Ok, merci beaucoup. Je prends encore une question et je reviens à Soufiane Gilali. L'Arbi Karim de France. Salam alaikum, Jamal. Salam wa rahmatullah, alam bik, c'est l'Arbi. Allah yahfadek, Jamal. Juste une petite question à poser à Gilali Soufiane. D'après Général Hassan, ce qu'il a dénoncé, oui. Pourquoi le peuple ou l'opposition ne se relève pas derrière le général alors qu'il a dit la vérité? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Soufiane Gilali, vous avez entendu toutes les questions? Sofiane? Un certain nombre de questions. Tout d'abord, pour tous les amis qui ont bien voulu me poser des questions. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait deux questions sur l'avenir, oui. Une question sur le présent et une question sur le passé. Oui. La question sur le passé, est-ce que moi j'ai participé à un coup d'État? Je ne vois pas comment j'étais dans l'opposition, franchement et nettement et clairement, et tous les écrits le démontrent. Encore une fois, ce n'est qu'en 96, lorsque l'Algérie avait abordé une phase de transition avec la promesse qu'on allait rentrer dans la démocratie, que j'avais consenti à être dans le conseil de transition durant une année. Nous n'avions ni pouvoir exécutif ni gouvernement, et puis je suis complètement ressorti. Depuis, je n'ai plus aucune relation avec le pouvoir. Donc ce n'était qu'un acte militant que j'ai fait durant toute cette période-là. Je rappelle simplement, en 90, lorsque beaucoup d'Algériens fuyaient l'Algérie parce qu'elle rentrait dans la période du terrorisme, moi je suis rentré, j'étais à l'étranger, j'étais chercheur dans un laboratoire, j'ai abandonné ma vie confortable pour rentrer et lutter pour instaurer la démocratie en Algérie. Toutes les preuves sont là et tous les écrits sont là. Alors, Soufiane Gilali, la désobéissance civile. Pourquoi, Abdelkrim vous demande, pourquoi vous n'appelez pas la désobéissance civile? Prendre la responsabilité de demander la désobéissance civile, c'est-à-dire pouvoir contrôler et gérer toute une population. Nous sommes loin d'être dans cette configuration. Je ne veux pas être à la source de problèmes pour la population. Je ne suis pas à même de protéger quiconque. Ce que je fais, il faut que je le fasse moi en premier. Si j'étais en mesure de proposer quelque chose aux Algériens, à mes concitoyens, je serais d'abord sur la ligne de front. Je ne peux pas envoyer les gens et moi rester en arrière. Proposer une désobéissance civile, c'est provoquer des dégâts qui peuvent être terribles et que personne ne peut assumer. Les choses sont en train d'évoluer. Il faut être très attentif. Et c'est là où interviennent les deux questions sur l'avenir, puisque... Justement, Mohamed parle d'espoir. Est-ce que l'espoir est encore permis? Et Ali parle de l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? S'il y avait des gens qui pouvaient assumer l'avenir, et quelle sorte d'avenir nous attend? Absolument. Nous sommes dans une configuration où l'Algérie est en train de vivre des bouleversements importants. C'est son destin. Nous devons sortir de cette situation, et c'est pour ça que depuis 3 ans au moins, une large partie de l'opposition est en train de travailler ensemble. Nous avons décloisonné les contacts, nous avons réfléchi à un avenir meilleur, à un état de droit, en sachant que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces tant que ce système est encore debout. Or, nous entrons dans une phase où tout le système risque de s'écrouler, et c'est là où des hommes neufs, nouveaux, qui croient en ce pays, qui ont quelque chose à proposer, qui comprennent ce qu'est un pays et un État, pourront proposer cette alternative main dans la main. Parce qu'il n'est pas question que nous soyons dans le cas de la Libye où une fois que le régime s'est effondré, chacun s'est replié sur sa tribu ou sur son courant idéologique et ensuite s'entretuer. Il ne faut surtout pas préparer la guerre, mais au contraire préparer la paix après la fin de ce régime qui est inéluctable. M. Bouteflika est à la fin de son règne, il devra partir, c'est en semaine ou en mois ou en quelques petites années, mais c'est là où il faut qu'il y ait des hommes prêts à ramasser le pays, même morceau par morceau. La dernière question de l'Arbi Karim qui dit si le général Ben Hadid a été vraiment arrêté parce qu'il s'est porté aux côtés du peuple, pourquoi le peuple ne le rallie-t-il pas?
Écoutez, c'est encore très flou cette situation. Le général Ben Hadid a eu à intervenir 2 ou 3 fois dans sa carrière. Je ne sais pas s'il l'a fait en tant qu'homme politique ou en tant qu'homme de conscience. Il est intervenu pour parler. Que s'est-il passé exactement? On ne le sait pas. Il y a beaucoup d'autres Algériens qui ont souffert des affres de la prison. Les représentants des chômeurs dans le sud, j'ai en souvenir Khansha ou Rachid Aouin, Yassine Zaïd et tant d'autres. Donc l'injustice est généralisée. Il faut maintenant que des Algériens assument leur citoyenneté, se battent sur le terrain des libertés, de la démocratie, de l'état de droit, mais sans pousser à la rue qui, elle, peut ramener des dégâts terribles et sans aucune assurance ni garantie sur la suite. Je crois que la situation est en train de se décanter d'une manière ou d'une autre et un avenir nouveau est en train de s'inscrire. Comment va-t-il être fait? Il faut qu'il soit déterminé par la volonté des Algériens. Avant le 4e mandat, on était sortis dans la rue. On a demandé aux Algériens de bouger, de réclamer. On l'a fait ici en Algérie. On l'a fait aussi avec nos militants en France, en Europe, aux États-Unis. Malheureusement, les Algériens regardent sans bouger comme les bovins qui regardent le train passer pendant qu'ils ruminent leur herbe. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Nous avons réussi à joindre Faisal Mattawi qui est avec nous. Faisal, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Jamal, merci à vous. Merci. Faisal, alors, d'abord, cette info qui vient de tomber du général Ben Hadid qui aurait été arrêté en compagnie de son fils. Vous en avez entendu parler? Écoutez, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune précision. Il y a beaucoup, effectivement, d'informations contradictoires, mais il n'y a aucune confirmation jusqu'à maintenant. Donc, restons prudents. D'accord, très bien. Donc, nous allons attendre. Donc, Faisal, pardon, nous étions en train de parler à partir de cette polémique qui a surgi entre Bouchouerb et Rabarab, des accusations sur la scène publique, de très graves accusations. Qu'en est-il en vérité? Qu'est-ce qui a provoqué ce déballage, ces abcès qui crèvent un peu partout? Est-ce parce que le DRS a été démantelé que la peur est tombée? Est-ce parce que certains protecteurs de certains personnages sont en train de disparaître? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est une lutte d'intérêt. Bien entendu, Jamal, je reste très réservé sur l'idée que le DRS a été démantelé. Et le DRS existe probablement sous d'autres formes. Mais je pense que c'est des luttes d'intérêt parce que Issa Rabrab, qui s'est retiré du FCE, rappelez-vous, qui a protesté contre le soutien du Forum des chefs d'entreprise, qui reste une association non politique, qui ne doit pas se mêler des questions politiques. Et malgré ça, vous voyez qu'Ali Haddad, qui est président du FCE, se mêle des questions politiques, malgré la loi, malgré qu'il l'interdit. Donc, depuis cette date, Issa Rabrab, qui est un homme d'affaires algérien, était dans le collimateur de l'entourage du président, et comme Abdeslam Bouchouareb fait partie de cet entourage, c'était l'occasion ou jamais de l'attaquer. Mais bien sûr, c'est des procédés qui ne sont pas des procédés d'un État qui se respecte. Ce n'est pas des procédés d'un gouvernement qui se respecte. Lorsqu'on a des choses à reprocher à un homme d'affaires, il faut le poursuivre en justice. Et pourquoi Abdeslam Bouchouareb qui dit que Issa Rabrab a fait de la surfacturation, bien entendu, on ne peut pas lui vérifier à l'état actuel. Pourquoi il n'a pas actionné les instruments de l'État pour contrôler tout cela? Pourquoi il n'a rien dit? Donc Abdeslam Bouchouareb fait passer des choses qui sont illégales. Et donc on est dans une situation, c'est un comportement, je pense, qui ressemble plus à des organisations mafieuses qu'à un gouvernement, donc d'un État membre de l'ONU. Et je pense que vous l'avez souligné, Jamel, que ces échanges qui sont, j'allais dire, honteux sur l'espace public, il y a effectivement cette action qui est menée par l'entourage du président, du moins ce qui est dit ici à Alger, pour éloigner ou démanteler les services secrets. Et donc tout le monde probablement avait quelqu'un qui le protège, puisqu'en Algérie ça fonctionne comme ça, il faut être protégé par quelqu'un, par un général ou par quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer. Donc tout le monde essaie de trouver sa place au soleil. Mais justement, Faisal Mattawi, vous faites très bien de le signaler. Pourquoi Bouchouerb a attendu maintenant qu'il y a un problème avec Rabarab? Parce que c'est Rabarab qui a lui-même attaqué
le ministre du Commerce en premier, qu'il a accusé de bloquer les investissements, de bloquer les vrais créateurs de richesses, d'aider plutôt les tirs au flanc, les bourgeois compradors, etc. C'est vrai que pourquoi a-t-il attendu d'être attaqué personnellement pour réagir à une affaire dans laquelle il était lui-même complice pour le moins? Mais sinon, Faisal, d'un autre côté, Rabarab, pourquoi invite, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure à Soufiane Gilali, pourquoi invite-t-il Bouchouareb à un débat public au lieu d'aller déposer plainte contre lui auprès de la justice? Oui, mais probablement que Issa Debrab sait que la justice ne fonctionne pas. Vous savez qu'en Algérie, les ministres ne sont pas justiciables. Et on l'a vérifié à plusieurs reprises, avec Amar Roul pour l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, avec Chakib Khalil, avec l'affaire de Sonatrach. Est-ce que la justice algérienne, par exemple, a engagé une procédure de mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil? Et est-ce que la justice algérienne a effectivement enquêté sur l'affaire, l'implication de Amar Roul d'une manière ou d'une autre de l'affaire de l'autoroute? Elle ne l'a pas fait. Et donc peut-être que ça, Issa Debrab, qui connaît parfaitement le fonctionnement du régime, n'attend pas que la justice le fasse. Maintenant, le plus grave, c'est que la question que se pose aussi en Algérie avec cette déclaration de Bouchouareb, quel intérêt il défend? Est-ce que Abdel Bouchouareb, qui a très bien défendu les concessionnaires français de véhicules Renault et Peugeot, et vous l'avez lu ces derniers jours, comment on peut défendre des concessionnaires étrangers ou des investisseurs étrangers, surtout français, et on s'attaque à des investisseurs algériens? C'est une question qu'il faut poser. Il faut poser à celui qui s'occupe actuellement de ce ministère de l'Industrie. Est-ce que Abdel Bouchouareb défend les intérêts de l'Algérie ou est-ce qu'il défend les intérêts d'un pays étranger? C'est une grande question qui est posée. Maintenant, pour Issa Debrab, s'il y a des accusations, il faudrait que la justice fasse son travail. Il faudrait que les services qui sont chargés du contrôle du fonctionnement des investisseurs le fassent. Mais attention, il faut qu'ils le fassent pour tous les investisseurs ou tous les hommes d'affaires. Parce que visiblement, on a des hommes d'affaires en Algérie, je n'ai pas envie de le citer, qui sont bien protégés par le système, qui sont très bien protégés pour le système. Et donc, ils ne disent rien. Ils nous disent qu'il faut se mettre au service de l'armée. Et je n'ai pas envie de citer le nom. Restez avec nous, Faisal Mattaoui. Je suis désolé pour les nombreux téléspectateurs qui sont en train d'appeler. On me dit que le standard est vraiment débordé d'appels. Nous ne pouvons plus les passer malheureusement, puisqu'il ne reste que 5 minutes environ. Mais je vous promets d'ouvrir de plus en plus le standard pour vous permettre de vous exprimer, de poser des questions. Je reviens à Soufiane Gilali. Soufiane Gilali, Faisal Mattaoui vient de poser 2 questions vraiment importantes pour le moins. La première est pourquoi Bouchouareb, qui est aux commandes, pourquoi a-t-il laissé faire Rabarab, puisqu'il l'accuse de graves malversations financières, et attendre qu'il s'en prenne à lui pour jeter le pavé dans la mare publique? Et de deux, pourquoi Bouchouareb, ministre du Commerce, défend-il plus les intérêts de pays étrangers et de sociétés étrangères que les intérêts algériens et les intérêts de sociétés algériennes qui sont sur le terrain, qui essayent d'investir et de créer des richesses? Absolument, Faisal Mattaoui a raison sur les 2 points et en fait la réponse est en filigrane. Monsieur Bouchouareb a attendu tout simplement une polémique qui soit un peu remise en cause publiquement, parce que c'est un régime qui a l'habitude de travailler de façon occulte, en s'attendant à ce que les victimes prennent les coups et se taisent. Or, M. Issa Debrab n'est pas le premier venu et donc il a les moyens de se défendre, ce que ne semble pas comprendre M. Bouchouareb, qui s'est lancé dans une polémique qui va le mener, je pense, au désastre, parce que tout simplement, c'est une histoire dont l'Algérie ne peut pas s'honorer vis-à-vis des partenaires étrangers, vis-à-vis des potentiels investisseurs. Cela fait une image exécrable et que M. Bouchouareb devra assumer. Maintenant, la deuxième question, est-ce que M. Bouchouareb défend les intérêts étrangers avant ceux des Algériens? Je pense que lui, comme le reste du gouvernement, comme son président, pour acheter le 4e mandat et même le 3e, éventuellement le 2e, il y a eu d'immenses concessions pour les puissances étrangères, pour les multinationales. Rappelez-vous de la loi sur les hydrocarbures de M. Chakib Khalil en 2005 ou 2004 pour gagner le 2e mandat. Rappelez-vous d'immenses concessions avec les scandales sur beaucoup de sociétés étrangères, Jay-Z, BRT, etc. Et on en cite à l'infini. Donc M. Bouchouareb n'assume pas seul
ce choix délibéré de défendre plutôt les intérêts étrangers que ceux des Algériens. La vie, la survie du régime est liée à l'étranger. C'est un peuple c'est un pouvoir qui n'a aucun sentiment pour le peuple. Ce qui l'importe, c'est de rester au pouvoir. De toute façon, ils sont tous pratiquement résidents à l'étranger. Je crois que c'est le cas de M. Bouchouareb. Sa famille est à l'étranger, ses biens sont à l'étranger, son argent est à l'étranger. Au premier problème qu'il y a ici, il prendra l'avion et finira ses beaux jours comme le fait M. Chakib Khalil et tant d'autres avant lui et après lui. Malheureusement, c'est la situation du pays et c'est pour ça qu'il faut mettre un terme définitif à ce régime totalement prédateur. Merci. Et qui met en danger la vie du pays. Merci Soufiane Djilali. Faisal Mattaoui, le mot de la fin vous revient. Merci Jamel pour le mot de la fin. Mais je pense qu'à la justice de faire son travail, au Parlement de faire leur travail. Et je crois qu'Abdeslam Bouchouareb, qui n'a pas fait grand-chose, il est le ministre de l'Industrie pour relancer l'appareil de l'industrie en Algérie, je crois qu'il lui reste une seule chose, démissionner. Très bien. Quel mot de la fin, Faisal, mon cher Faisal. Merci beaucoup, Faisal. Merci beaucoup, Faisal Mattaoui. Merci beaucoup, Soufiane Djilali. En espérant vous revoir bientôt. Nous vous tiendrons au courant des développements concernant cette interpellation du général Benahdir qui aurait eu lieu cet après-midi. Merci d'avoir suivi cette invitation. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont appelés. Pardon à ceux que nous n'avons pas pu passer. J'espère que ce n'est que partie remise. Salam alaikum, khair, salama.